on vient de voir une propriété importante qui peut se résumer ainsi. Si f est une application affine, bon, de E dans E, hein, toujours, et phi son endomorphisme associé, alors le fait que 1 ne soit pas dans le spectre de phi implique que f possède un invariant en plus unique, ce qui n'est pas pour déplaire, d'accord. Dans notre tête, dans notre cerveau reptilien, on se dit qu'on peut assimiler, hein, f et phi, c'est-à-dire que f, via cet invariant unique, eh ben, f peut être vu comme l'incursion en quelque sorte de phi dans l'espace affine, parce que E et EA sont en bijection. Voilà. Alors, maintenant, on peut se poser la question, oui, est-ce qu'il y a une réciproque? Si f possède un invariant unique, est-ce que forcément 1 n'est pas dans le spectre de phi? Oui, c'est vrai. Si f possède un invariant unique, en fait, c'est l'unicité qui va montrer que 1 n'est pas dans le spectre de phi. Effectivement, je vais le faire par la contraposée, d'accord? Et je vais montrer que l'invariant ne peut pas être unique. Effectivement, si j'en prends deux d'invariants, A et A', alors j'ai id moins phi de OA', d'après la formule que j'avais vue tout à l'heure, hein, est égal à OF de O. D'accord? Id moins phi de OA égale OF de O aussi. Donc maintenant, je fais la différence. Ça fait id moins phi de AA' quand je vais faire la différence par la formule de Schall, égale le vecteur nul. Donc AA' appartient à l'espace propre correspondant à la valeur propre 1 de phi, d'accord, que j'appelle E1. Et donc A', il va être dans l'espace affine défini par le point A, d'accord, qui est cet invariant, hein, d'accord, qu'on a trouvé, et de direction E1, d'accord. Et donc on va avoir tout un espace, hein, à partir du moment où il existe un invariant, et bien, il va y avoir tout un sous-espace affine d'invariant de direction E1. Ça, c'est intéressant, hein, d'accord, voilà. Maintenant, ça y est, on a trouvé quelque chose d'assez général, hein, puisque bon, on va se dire, tiens, 1, c'est bien le diable s'il appartient à spectre de phi. Ouais, mais des fois, c'est le diable. Parce que des fois, vous utilisez, on va voir surtout des isométries, et les isométries, ben, vous avez donc les réflexions, qui vont avoir 1 comme réflexion orthogonale, qui vont avoir 1 comme valeur propre, les rotations dans l'espace qui ont un axe invariant. Bon, ben, tout ça, ça va faire qu'on va être obligé de s'intéresser au cas 1 appartient à spectre de phi. Et là, c'est plus difficile, ça va demander une étude de la réduction un peu plus poussée. Vous allez voir. Pour l'instant, on fait une digression et ça ne va pas nous faire de mal d'apprendre des choses. D'abord, on voit que f, à partir du moment où il ne possède pas un invariant, bah, au moins, on l'a vu dans la première vidéo, f va se décomposer en une translation rond, une application affine qui possède O comme invariant. O ou n'importe quel point qu'on a choisi au départ comme invariant. Donc on voit qu'on va avoir la loi rond, hein, qui va intervenir, et il faut faire une petite étude particulière de la loi rond. Alors la loi rond, regardons d'abord qu'est-ce que c'est que G rond F de M. Bah, G rond F de M, si G et F sont des applications affines de E, bah, ça fait G de F de M. F de M, c'est F de O plus F flèche de OM, bien sûr. Maintenant, je vais appliquer la formule pour G, mais je ne vais pas l'appliquer pour le point O, ce serait dommage, je vais l'appliquer pour le point F de O, puisque de toute façon, on a vu que c'était indépendant du point. Donc ça fait G de F de O plus G flèche de F flèche de OM. Je ne fais qu'appliquer la formule des applications affines, hein, cette fois-ci avec un choix du point. Voilà. Et bien maintenant, ça fait donc G rond F de O plus
G flèche rond F flèche de OM. Bon, voilà. Maintenant, ça y est, on a vu. On a une application, on va étudier l'application qui a F donne F flèche. Mais cette application, est-ce que déjà elle est bien définie? On sait qu'il en existe une, mais est-ce qu'il y a un unique F flèche? À partir du moment où on a une application affine, ça veut dire qu'il y a un F flèche, c'est ça. Mais est-ce que ce F flèche est unique? On n'y a pas encore réfléchi. Bon, c'est le moment de le faire. Ben oui, parce que dans ce cas-là, à partir du moment où ça existe, F flèche de V, V, ben je pars d'un point O que j'ai choisi, ça fait V, c'est OM, F flèche de OM, et là, ça va être F de O, F de M. Donc vous voyez bien que si ça existe, ben, c'est bien unique, c'est complètement déterminé. D'accord? Donc cette application, elle existe bien. Et maintenant, ce qu'on vient de voir, ben, c'est que G rond F, ici, c'est égal, flèche, c'est égal à G flèche rond F flèche, d'après ce qui est là. Ok, id, bah, si on prend l'identité affine, hein, l'identité de dans E, et ben, si on met un flèche, ben, c'est id. Hein, ça, c'est clair au départ, hein, c'est vraiment facile à voir. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, donc après vous pouvez le montrer en exercice, mais c'est très facile, hein, si f est inversible, alors là, ça va être inversible aussi. Donc, vous allez avoir ici une application qui va de GA dans GL. D'accord? Voilà. Et pourquoi je parle des inversibles? Parce que ici, j'ai une structure de groupe pour la loi rond, alors que là, je n'avais pas une structure de groupe. D'accord? Donc ici, je vais avoir un morphisme de groupe. Hein? Voilà. Bon, bah, morphisme, qui dit morphisme de groupe, bah, ça fait qu'on va se poser des questions. Est-ce que c'est surjectif? Est-ce que c'est injectif? Bon, alors surjectif, ben oui, on part de phi, ici, et je vais construire f de m est égal à O plus phi de OM. Et bien, vous voyez, pourquoi je prends O? Pourquoi je prends pas, je pourrais prendre O', mais je vais faire en sorte que O soit un invariant, d'accord? Et ce qui va faire, d'après ce qu'on a vu, que ce F-là, c'est vraiment l'homologue de phi quand on assimile le vecteur nul de l'espace vectoriel à l'origine O, ici, dans l'espace affine. Et donc, c'est facile de voir que ça va bien être inversible, ce F, et en plus, c'est très facile de voir qu'il stabilise O. Donc, on a une surjectivité. Injectivité, ben non, parce que on regarde le noyau, ben c'est les applications affines qui ont pour image l'identité, et ça, ben c'est ce qu'on appelle les translations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, entre parenthèses, si on doit restreindre ici à GAO, on va avoir, quand on va prendre l'antécédent d'accord, de l'identité, il va falloir prendre une translation, mais une translation qui fixe O. Mais une translation qui fixe O, bah, c'est l'identité. Donc là, ça va devenir injectif. Et comme c'est surjectif, d'après ce qu'on a vu là, c'est donc un isomorphisme. Donc on va avoir un isomorphisme important entre GAO, donc les éléments du groupe affine qui fixe O, et GL, d'accord, qui correspond vraiment à ce qu'on pense, hein, toujours pareil, que EO, c'est pareil que E, l'espace vectoriel. Voilà. Et en général, eh ben, on a, bon, alors ça s'appelle une suite exacte, mais on va avoir un morphisme surjectif de GA dans GL, et dont le noyau, c'est le sous-groupe forcément distingué des translations. Puisqu'on a étudié la loi rond, j'en profite pour faire un peu de représentation matricielle. Ça, c'est vraiment très pratique pour le calcul. Et toujours pareil, ça reste dans l'esprit d'essayer de passer de cette géométrie affine où on n'est pas à l'aise
vers des choses comme les matrices, le calcul matriciel, lequel on est un petit peu plus aguerri. Donc, je vous rappelle qu'on avait G rond F de M, c'est G rond F de O plus G flèche rond F flèche de OM. Ça, c'était important. D'accord? Regardez ce que ça veut dire. Déjà, on fixe un repère, donc un point hein, et une base. Et grâce à ce repère, c'est comme ça, avec une base, on faisait des matrices. Ben maintenant, grâce à ce repère, on va créer des matrices. Alors, regardez l'astuce quand même. À un point, on va rajouter un 1 ici. Et ça va être utile. Ici, on met un 1. Et ici, on met la matrice de OM. O, c'est l'origine du repère. OM dans la base E. Dans cette base E. Et ça, ce sera la matrice du point M dans le repère R. Donc, je rajoute juste un 1. C'est pour le calcul matriciel, vous allez voir après à quoi ça sert. Maintenant, ça c'était la matrice d'un point, de la même façon qu'on avait la matrice d'un vecteur. Maintenant, la matrice d'une application affine, alors c'est là qu'on va bien comprendre à quoi sert le 1, c'est qu'on veut des matrices carrées. Or pour l'instant, la donnée de f vient de la donnée de f flèche, donc la matrice de f flèche naturellement dans la base E, d'accord, voilà cette matrice-là, mais il faut aussi définir la matrice du vecteur OF de O dans la base E. C'est-à-dire qu'ici, ça ne me fait plus une matrice carrée, ça c'est un petit peu embêtant, hein, d'accord, si on veut faire de la réduction, mais là, en rajoutant une ligne de 0 et là un 1, là, je vais obtenir à nouveau une matrice carrée qui va être pratique comme on va le voir. Donc ici, je reconnais là, ce vecteur colonne maintenant qui est agrandi de 1, c'est la matrice de f de O dans le repère R, d'accord? Et on vérifie les choses suivantes. D'abord, que quand on veut faire la matrice de f de M dans le repère R, d'accord, ici, et ben c'est cette matrice fois la matrice de M dans R. Bon, d'accord, ça vient. Ben, je vous laisse faire le calcul et vous allez voir que ça vient exactement de f de M égale f de O plus f flèche de OM. C'est exactement ça que vous allez obtenir. Mieux, quand vous allez composer G rond F, la matrice dans le repère R de G rond F, définie comme ça, hein, et ben, c'est simplement la matrice de G dans R fois la matrice de F dans R. Voilà. Et ça va venir du fait du calcul par bloc matriciel, hein, faites-le en exercice, mais c'est simple, hein, c'est juste que G rond F flèche, c'est G flèche rond F flèche, qu'on a déjà vu, donc qui va se voir avec la multiplication matricielle comme d'habitude. Et pour ce terme-là, bon, les 0 et les 1, vous allez les trouver, et pour ce terme-là, vous allez utiliser le fait que G rond F de O, c'est G de O plus G flèche appliqué au vecteur OFO. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Ben oui, parce que j'applique la formule d'une application affine, de l'application affine G rond F, au point G de O. Donc ici, je vais avoir G de O, le vecteur, G de O, G rond F de O. Et ça, évidemment, c'est égal à G flèche de O, F de O. Voilà. Et ça, vous allez le retrouver quand vous allez faire le calcul. Faites-le en exercice. En tout cas, c'est super pratique, on va l'utiliser. Hein. Voilà. Maintenant, encore d'autres choses sur la loi rond. On avait dit, hein, puisque là, on va attaquer le problème délicat du cas où 1 n'est pas dans le spectre de phi, hein, d'accord? Et on sait que au pire, si f n'a pas d'invariant, on peut toujours l'écrire sous la forme d'une translation rond FO. On en avait parlé au tout début. Voilà, bon, ça vient directement de la définition. Hein. Comme T est une translation, ici, je vais avoir T flèche égale identité. Donc ici, je vais avoir F flèche égale FO flèche. Bon, facile. La réciproque. On aimerait passer FO de l'autre côté, mais il n'est pas inversible. Ah, ça c'est embêtant. Donc on peut pas le faire. Mais en revanche, c'est pas difficile à bricoler. On suppose réciproquement que G flèche égale F flèche pour deux applications
affine G et F. On veut montrer qu'elles diffèrent d'une translation. Alors ici, on a G de M, ben ça va être G de O plus G flèche de OM. Mais G flèche de OM, c'est F flèche de OM, d'après ça. Donc maintenant, G de O, ben c'est évidemment FO plus F vecteur FOGO, bon, évidemment, toujours plus ça. Mais maintenant, quand on utilise l'associativité, tout le bazar, ici, ça va faire F de O plus F flèche de OM. Donc F de M plus ce vecteur que je vais appeler U. D'accord? Et donc, là, je reconnais que c'est la translation de vecteur U rond F appliquée à M. D'accord? D'abord, on fait F de M et ensuite, on translate par U. Donc, on voit bien que, du coup, G est égal à TU rond F, parce que c'est vrai, quel que soit M. Voilà. Alors maintenant, ça va nous dire quoi? Ça va nous dire que si je regarde FO rond TU, d'accord? Et bien, c'est égal à un certain TU' rond FO. Regardez, vous prenez FO rond TU, bah, quand vous allez faire la flèche dessus, ce sera la flèche de FO, donc ce qu'on appelle phi, d'accord? Donc FO rond TU et FO ont même endomorphisme associé, donc ils diffèrent d'une translation à gauche, d'accord? Maintenant, je sais qu'il existe un vecteur U' et je veux calculer U' en fonction de U. Voilà, petit exercice que vous pouvez faire, hein, bien sûr. Alors, bah pour ça, puisque je sais qu'on a cette formule, pour trouver U' en fonction de U, je l'applique à O. Pourquoi je l'applique à O? Parce que O, par définition, est invariant par FO. Appliquons à O. Le membre de gauche, bah, c'est O plus U et FO de O plus U. Et le membre de droite, bah, j'applique à O, F de O, FO de O, c'est O. Et donc là, on va avoir O plus U'. D'accord? Mais ça, c'est FO de O plus phi de U, par définition. D'accord? Et FO de O, c'est O. Donc c'est O plus phi de U égale O plus U'. On simplifie par O, on a le droit de le faire, et ça va nous faire que U', c'est phi de U. Et donc, on a cette formule dont on se servira, c'est FO rond TU égale T phi de U rond FO. Entre parenthèses, si FO était inversible, bah, c'est ce qu'on appelle finalement le principe de conjugaison translation. Parce que ici, FO est bijective, donc on peut conjuguer par FO, et ben ça nous fait la translation de vecteur phi de U, c'est-à-dire que U est déplacé par phi. Voilà, donc c'est assez naturel finalement comme formule. Voilà.